Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Gilbert Nguema ENDAMN2 et Céline BILOGHEKOUACHE, La désillusion de l'école en milieu populaire au Gabon. Uniformisation ou diversification représentationnelle, 2022. Patrick Kabou, Le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire, 2021. Monseigneur Léonard KASANDALUMEMBU, La sorcellerie chez les Balouba du Kasaï, rez-de-chaussée, 2021. Boubacar Niang, le gouverneur Faidherbe à Saint-Louis et au Sénégal, 1854 à 1863-1865. Mythe et réalité dans l'œuvre du précurseur de la colonisation française en Afrique occidentale, 2021. Debo MUNAYENO Muvova et Didier PIDIKAMUKAWA, Covid-19 au Congo-Kinshasa, Représentation sociale et gestion publique au cœur d'une crise sanitaire, 2021. Safiatou Diallo, Politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Gaptia LAWANKATIELLOU, Vieri TARCHIANI et Maurizio Tiepolo. Dire. Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger, 2021. Joël IPAR Amotema, Maladie et quête de santé en République démocratique du Congo, 2021. Julien IRUMUAGOZIAKARIO, Spiritualité logo au contact de la colonisation, 2021. NIAMKEYKOFFI, La notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche, 2021. Mylène DANGLADES, Babou Diène et Denis Hassan Diouf dire. L'esclavage en mots et en images, 2021. Benjamin KAGIN Asenga, Quelle protection pour les enfants déplacés et réfugiés non accompagnés en République démocratique du Congo, 2021. Christian Roche, Les pionniers des indépendances africaines face à leur destin. Colonie française d'Afrique noire et territoire de l'océan Indien, 2021. Comité de lecture. Chamberlain NENKAM, Charles Richard Zambo, Cordelia Gecometa, Daniel Arnold Debalé, Ernest Messina Mvogo, Hugues Chana, Jean-Louis Ndeweb. Comité scientifique. André Tassou, professeur Université de Yaoundé 1. Antoine SOCPA, professeur Université de Yaoundé 1. CANUTENGWA, professeur Université de Bamenda. Cornelius MBIFUNG Lambi, professeur Université de Buea. Jean KOUFANMENKEN, professeur Université de Yaoundé 1. Ladislas NZESSE, professeur Université de Yaoundé 1. Luc MEBENGA, professeur Université de Yaoundé 1. Philippe Blaise Essomba, professeur Université de Yaoundé 1. Alex Mingem BOM, 1100 Université de Yaoundé 1. Jean GORMO, 1100 Université de Maroua. Emmanuel BINGONO, 1100 Université de Yaoundé 1. Lang Michael KPUGHE, 1100 Université de Bamenda. Maxime Gabriel Dong MOUGNOL, 1100 Université de Yaoundé 1. Paul Ulrich OTYE Elom, 1100 Université de Yaoundé 1. Liste des contributeurs. Achille Béranger NGO ISSOCKFOE est doctorant en histoire, égyptologie, à l'université de Yaoundé. Son champ d'études en égyptologie est le droit originellement négro-africain et les sciences africaines. Après avoir soutenu un master sur le droit foncier des anciens Égyptiens et des Bétis précoloniaux, il rédige présentement une thèse sur la conception de la femme et de ses droits en négro-culture kémète et accent aigu kang. Afrocentriste,
Il étudie le discours scientifique véhiculé dans les mythes africains et le MVT accent aigu Kang. Par ailleurs, il est auteur de plusieurs publications scientifiques. Nadine Carole Negon est titulaire d'un Ph.D. en histoire obtenu à l'université de Yaoundé. Elle s'intéresse à l'étude des civilisations africaines d'Amérique latine et à l'égyptologie qu'elle enseigne au département d'histoire de l'École normale supérieure de l'université de Bamenda. En 2006, elle fait partie des 2 femmes universitaires sélectionnées en Afrique subsaharienne par l'UNESCO pour mener des recherches à l'Institut international de paix et de parité Suzanne Moubarak en Égypte. À son retour en 2007, elle prend une part active au programme scientifique pour la création du Musée des civilisations de Tchang, à la viabilisation du site historique de Bimbia et à la restauration des cases patrimoniales des chefferies de l'Ouest Cameroun. À travers le projet TOSTEMCERPETA en 2014, Nadine dirige une équipe de recherche au nord-ouest du Cameroun pour l'inventaire des sites historiques de la traite négrière et de l'esclavage en vue du tourisme autour des sites de la traite, l'esclavage et de leur mémoire. L'année d'après, elle est lauréate de l'UNESCO du programme de participation 2014 à 2015 et organise un colloque international. En 2019, l'historienne est membre de l'équipe de recherche IRDSL à FNET pour mener des recherches dans les universités et laboratoires français, URMIS MSHS à Nice et CNRS à Paris. Nadine est auteure et co-auteure de plusieurs publications scientifiques. Michel Zoah-Otou est actuellement doctorant en histoire, option civilisation, religion et égyptologie au département d'histoire de l'université de Yaoundé. Il a participé activement à plusieurs rencontres scientifiques. Après avoir obtenu une maîtrise et un DEA en égyptologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mohamedou Nissir Sarr a étudié à l'Institut d'égyptologie et d'archéologie de l'université de Hambourg en Allemagne, où il a soutenu une thèse en égyptologie sous la direction du professeur Hartwig Altenmüller, professeur émérite, directeur de l'Institut. Celle-ci a été publiée sous le titre « Funérailles et représentations dans les tombes de l'Ancien et du Moyen Empire égyptien », cas de comparaison avec les civilisations actuelles de l'Afrique noire, Hambourg, Verlag, 2001. Il a enseigné au département d'histoire de l'université de Yaoundé, 2004 à 2011. Il enseigne aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Yves-Victor Ngono est doctorant au département d'histoire de l'université de Yaoundé, spécialisé en égyptologie. Il s'apprête à soutenir une thèse de doctorat intitulée « Les survivances culturelles de l'Afrique noire en Asie du Sud-Est », le cas de la Thaïlande. Il s'intéresse à la présence millénaire des Africains en Asie et à leur contribution à l'émergence des civilisations classiques du dit continent. En outre, ses réflexions naviguent autour de la décolonisation mentale des Noirs et de la restauration-réactualisation de leur conscience historique et culturelle. Jean-Paul Ossah Mvondo est maître de conférences en archéologie en service au département d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. Il est auteur de plusieurs publications. Félix Jean Dorien KAMPOER est titulaire d'un Ph.D. en histoire. Ses travaux de recherche oscillent autour des problématiques de la mémoire, des identités, du patrimoine immatériel et matériel, de la préservation de l'environnement, de la culture et de l'histoire africaine. Il est auteur d'une quinzaine de communications et publications parues dans des journaux, des revues internationales et nationales. Membre de la Société camerounaise d'histoire, SCH, Kampour est également le président de la Cameroun Memory and Internet, CMI, un groupe de recherche qui promeut les aspects peu et ou mal connus de la mémoire collective du Cameroun avec le concours d'éthique. Aimé Norbert Melinguiaici est titulaire d'un Ph.D. en histoire économique et sociale. Il est maître de conférences en service au département d'histoire de l'Université de Douala. Ses domaines de recherche portent sur la coopération économique, pour le développement local. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques, parmi lesquelles un ouvrage collectif récemment paru. Membre des sociétés savantes à l'instar du REJAC, Réseau des jeunes chercheurs en sciences sociales de l'Afrique centrale, et le CERDYM, Centre de recherche sur les dynamiques des mondes contemporains.
NDJE second est titulaire d'un doctorat Ph. D en histoire économique et sociale soutenu en octobre 2021 à l'université de Yaoundé sur le thème suivant: les fondements et l'évolution des mouvements de contestation dans la ville de Douala au Cameroun, 1884 à 2008. Abdon BEYAMA est assistant à l'université de Buea, au Cameroun. Il est membre de la Société camerounaise d'histoire, SCH, et du Centre de recherche et d'échange sur la diffusion et l'inculturation du christianisme, CREDIC. Il a participé à de nombreux colloques nationaux et internationaux. Professeur des lycées d'enseignement général, PLEG, il s'est, pendant 16 ans 2003-2019, attelé à la formation de jeunes élèves des lycées et collèges. En qualité d'enseignante associée à l'École normale supérieure, INS de Yaoundé, il a assuré de 2011 à 2017 la formation initiale des professeurs des lycées et collèges du Cameroun, puis leur formation continue sur le terrain, en qualité d'inspecteur pédagogique régional, IPR pour le littoral de 2017 à son recrutement en 2020 comme assistant au département d'histoire de l'université de Buea. Spécialiste d'histoire des civilisations et des religions, il s'intéresse spécifiquement aux phénomènes résultant de la rencontre des cultures locales et du christianisme. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques. Onel Mallory AFAGA est doctorant en histoire à l'université de Yaoundé. 1. Il est par ailleurs consultant en démocratie option administration parlementaire et s'intéresse aux questions de dynamique territoriale, de gouvernance et de démocratie locale en rapport avec les chefferies. Il est auteur de plusieurs articles parus dans des ouvrages collectifs. Raphaël Batengueneacil est spécialiste de l'histoire des relations internationales. Maître de conférences à l'université de Douala, il s'intéresse à la politique étrangère du Cameroun et aux interactions entre l'Afrique et les autres parties du monde. Mathieu Jérémy Abena Etoundi est titulaire d'un Ph. D en histoire économique et sociale obtenu à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Actuellement chargé de cours au département d'histoire de la même université, il est membre de la Société camerounaise d'histoire et de l'Association camerounaise d'histoire économique et sociale, ACAHES. Son champ de recherche porte sur les questions de développement économique et social du Cameroun et d'Afrique en général. Il est auteur d'une dizaine de publications. Idriss Désiré Machia Harim est diplômé de l'École normale supérieure de Yaoundé, DIPES2, Histoire. Il est titulaire d'un Ph. D en histoire option histoire des relations internationales dans le cadre d'une CO-direction entre l'université de Yaoundé 1 et l'université de Lausanne. Son champ de recherche concerne les relations extra-européennes de la Suisse, avec un accent sur la bilatéralité suisse-camerounaise. Il est auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans le domaine. Par ailleurs, il est correspondant de la Société suisse d'études africaines SSEA au Cameroun. Thierry Martin FOUTEM est titulaire d'un Ph. D en histoire option histoire des relations internationales obtenu en 2019 à l'université de Tchang, département d'histoire et archéologie. Il est depuis 2018 moniteur dans le dit département. Ses champs de recherche concernent l'aide internationale au développement, la coopération interétatique, l'intégration régionale en Afrique, la décentralisation et la coopération décentralisée dans lesquelles il a déjà publié de nombreux articles de revues et d'ouvrages. Il est secrétaire général du groupe de recherche en sciences sociales des étudiants doctorants du Cameroun, GRSSEDC. Sylvestre FIDESSOU est chargé de cours au département d'histoire de l'École normale supérieure de Bambili et chef service de la scolarité, des statistiques et du suivi des étudiants à la faculté des arts de l'université de Bamenda, région du Nord-Ouest Cameroun. Son domaine de recherche porte sur l'histoire environnementale et des mutations sociales, domaine dans lequel il compte une dizaine de publications, articles scientifiques, dans des revues nationales et internationales. Il a fait ses études universitaires à l'université de Ngaoundéré, où il a obtenu tour à tour le DUG, la licence, la maîtrise, le DEA et le doctorat Ph.D. Il a aussi été quota student à l'université de Tromsø en Norvège de 2008 à 2009.
Christian Théophile Obama Bellinga est chargé de cours spécialisés en histoire des relations internationales et en histoire du tourisme. Il est entre autres titulaire d'un Ph.D. en histoire obtenu à l'université de Yaoundé et d'un master en management du tourisme de Indira Gandhi National Open University. Actuellement, il occupe la fonction de chef de département de tourisme et hôtellerie à l'École normale supérieure d'enseignement technique N7 de l'université de Yaoundé à Ebolova. Par ailleurs, il est auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques. Cometa Cordelia GIVECHEH Holza Ph.D. in Geography from the Department of Geography, Faculty of Social and Management Science of the University of BUEA since 2011. Her area of specialty is physical geography with particularly interest in geomorphology, environmental and natural resource management. She is a senior lecturer in the Department of Topography and Real Estate Management of the Higher Technical Teachers Training College, HTTTC, of the University of BUEA in Kumba. She is currently the head of Division for Training and Orientation in this same institution since June 2020. She is author of many publications in several domains such as natural resources conservation, environmental resource management, waste management, urban environmental hazards and indigenous adaptation to climate change impact especially in the domain of agriculture and flood mitigation in some selected parts of the northwest region of Cameroon. Martin Léandri Nguema Edou est doctorant en histoire option histoire des relations internationales à l'université de Yaoundé chercheur à la Fondation Paul Angoela, FPAE, en géostratégie et membre du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, CERESC. Il s'intéresse aux questions liées à l'intégration des États africains et de la diplomatie au sein des États de la CEMAC. Auteur de plusieurs articles scientifiques. Pierre-Francis Mepongo Fouda est titulaire d'un doctorat en histoire des relations internationales de l'université de Yaoundé. C'est un enseignant-chercheur en service au département d'histoire de l'université de BUEA qui s'intéresse beaucoup plus à la coopération et l'intégration sous-régionale en Afrique centrale à partir de l'environnement naturel. Il est auteur de plusieurs publications. Alfred Ekani est titulaire d'un master professionnel en intégration régionale et management des institutions communautaires, obtenu à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC. Il mène des recherches sur l'histoire des relations internationales à l'université de Yaoundé. Dans le cadre de ses travaux, il s'intéresse aux questions d'intégration africaine et aux problématiques liées aux migrations des jeunes Africains vers l'Europe. Marcel Coviel-Songo est professeur des lycées, titulaire d'un DIP ES2 en histoire obtenu à l'École normale supérieure de Yaoundé. Il est doctorant en histoire option histoire des relations internationales, à l'université de Yaoundé 1. Il s'intéresse à l'intégration sous-régionale en Afrique. Auteur de plusieurs autres articles. Moussa II est maître de conférences au département d'histoire de l'université de Yaoundé, UY1. Titulaire d'un doctorat en histoire des civilisations et religions de l'UYI et d'un DEA en histoire des relations internationales. Il est l'animateur principal du Centre de recherche en civilisations africaines, CECA, et le secrétaire général du GERES, groupe de recherche Joseph-Marie Essomba. Il est aussi membre de la Société camerounaise d'histoire et rédacteur en chef adjoint de la revue pluridisciplinaire du département d'histoire à Barou. Il est, par ailleurs, membre de l'Académie olympique du Cameroun. Jean-Léonard Thierry MBASSIONDIGUI est titulaire d'un Ph.D. en histoire option histoire des relations internationales, obtenu à l'université de Yaoundé 1. Il est enseignant vacataire au département d'histoire de l'université de Yaoundé. Présentation générale de l'ouvrage. Par Moussa II, département d'histoire Falch Université de Yaoundé. Cet opuscule est une analyse approfondie des mutations socio-environnementales en Afrique et de leur corrélation avec le développement des échanges à travers les voies de communication. En effet, même avant leur position de bipèdes,
Les hommes ont toujours éprouvé le besoin de se déplacer pour communiquer entre eux et ce pour diverses raisons, à travers des voies de communication aménagées. Autrefois, les seules voies de communication étaient des cours d'eau et des sentiers. Aujourd'hui, si l'homme se déplace aisément, il le doit à sa curiosité et son ingéniosité. Il a su inventer la route, l'autoroute, le rail, le bateau et l'avion. Il a réalisé de gigantesques ponts sur de vastes étendues d'eau, creusé des rochers pour se frayer un chemin, tunnel. Dans de nombreux pays africains, des sentiers existaient déjà. Cependant, ils étaient moins nombreux et précaires. Les déplacements n'étaient pas inconnus, mais ils s'effectuaient sur un rayon de quelques kilomètres. En Afrique, le colon n'a pas toujours inventé des voies de communication, il les a améliorées et développées. Il sélectionnait parmi les nombreuses voies existantes quelques pistes jugées stratégiques qu'il améliorait par la construction de remblais sur les zones de bas-fond, pour en faire progressivement des routes carrossables au moins en saison sèche, nécessaires aux liaisons entre les différents postes administratifs et militaires, et qui devinrent plus tard avec l'avènement de l'économie monétaire, des voies de collecte ou de distribution assez importantes. Ces routes coloniales ont parfois gardé le même aspect sans aucune transformation en Afrique contemporaine. Au-delà de leur impact économique, ces espaces de déplacement ont accéléré les mutations sociales et psychologiques qui constituent, entre autres, la mobilité sociale, la connaissance des uns par les autres, la détribalisation et le vivre ensemble. Bref, les peuples qui voyageaient très peu jadis, hormis les marchands, pouvaient désormais par le biais des infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aériennes entrer en contact avec les autres. L'aménagement ou la construction de ces voies n'a jamais été une sinécure. Leur réalisation fait très souvent face à de nombreux problèmes dus au déguerpissement des populations de leurs zones d'habitation, généralement constituées d'espaces culturels ancestraux, et à la nuisance des engins. Au Cameroun, l'État n'a jamais hésité de prendre des décisions allant dans le sens de la réparation des préjudices causés aux populations. C'est le cas des indemnisations qui s'apparentent de plus en plus au serpent de mer, car entre la prise de décision et son implémentation sur le terrain, de nombreuses années s'écoulent souvent. Malheureusement, les populations réagissent généralement pour revendiquer leurs droits et ces projets de construction traînent. La réalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala, d'environ 200 km, en est une parfaite illustration. Certains peuples du Cameroun ont généralement refusé ces indemnisations pour préserver leurs espaces culturels. C'est le cas des Sawa, Douala, qui ont réussi à obtenir de l'État le maintien de leurs espaces culturels aménagés le long de la pénétrante ouest à Bonabéry. Cela met donc en relief le rapport entre le développement des voies de communication et les espaces culturels en Afrique subsaharienne contemporaine. Les chercheurs ont parfois fait des voies de communication des sujets de réflexion au cours de multiples rencontres scientifiques. Au Cameroun, le professeur Philippe Blaise Essomba ne s'est pas limité aux voies de communication dans la plupart de ses travaux. Au moment où il se retire administrativement du département d'histoire de l'université de Yaoundé, la communauté scientifique nationale et internationale lui dédie cet ouvrage de 21 chapitres qui constitue un hommage anthume axé sur les voies de communication et espaces culturels en Afrique noire. 3 principales parties scrutent rigoureusement cette problématique. La première partie de cet ouvrage comporte les 5 articles suivants. La complémentarité des voies de communication et développement de l'Afrique ancienne. Analyse historique du cas de Kemet, Ancien Empire, Nouvel Empire. La déportation des Bantous au Brésil entre le XVIe et le XIXe siècle. Présentation des causes, des acteurs et des lieux d'embarquement. Le Nil, cosmologie et spiritualité dans la civilisation pharaonique. Le maître du tombeau devant sa table d'offrande. Esquisse d'une archéologie funéraire de l'alimentation sous l'Ancien Empire. Culture matérielle et société au Cameroun précolonial, du XVe au XIXe siècle. La deuxième partie présente les 11 travaux ci-après. NTUNGANZHIU et la domestication de l'espace Kribi-Bijuka à l'aube de la colonisation allemande. Essai d'évaluation critique des voies de communication dans la mise en valeur de l'espace urbain à Douala sous domination allemande. La rue, un moyen d'expression des revendications politiques et sociales au Cameroun, 1990 à 2008.
le chemin de croix des premiers missionnaires catholiques palotins vers L'. Hinterland camerounais et la question de leur œuvre, 1890 à 1916. Voie de communication terrestre et dynamique d'intégration nationale et de développement territorial du Mbam occidental et central, 1889 à 2012. Entre acquis marqués et limites structurelles, la bonification de L'. Infrastructure de transport. Un adjuvant à la coopération multilatérale Cameroun-Europe communautaire, 1960 à 2000. Les infrastructures de transport au Cameroun sous le libéralisme planifié de 1960 à 1986. Les enjeux autour de la construction du pont de l'enfance, dans la coopération technique suisse-camerounaise, 1969 à 1979, aide extérieure au développement et construction des voies de communication au Cameroun. Une analyse historique, 1960 à 2009. Les projets de développement et aménagement des voies de communication dans la vallée du Logone de 1920 à 2019. The Nexus between National Events and Road Infrastructure. La dernière partie comprend 6 chapitres consacrés essentiellement aux voies de communication et le processus d'intégration sous-régionale en zone CEMAC. Il s'agit des articles suivants. Sur la transnationale Yaoundé-Libreville-Yaoundé-Bata, la route de l'intégration sous-régionale, 2005 à 2015. Les axes routiers et ports fluviaux entre l'Est Cameroun, la RCA et le Congo. Repenser l'intégration par le bas à travers la construction des routes transnationales corridors en Afrique centrale, les fleuves Dja Ngoko et Sanga, facteur des apostrophes. Intégration entre le Cameroun, le Congo et la RCA, 1964 à 2013. Le transport terrestre et l'intégration des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Première partie. Voies de communication et espace culturel en Afrique PRECOLONIALE. Chapitre 1. La complémentarité des voies de communication et développement de l'Afrique ancienne. Analyse historique du cas de Kemet. Ancien EMPIRENO-UVEL Empire. Par NGO ISOC FOE. Département d'Histoire Falch Université de Yaoundé. NGO ISOC FOE taotep@gmail.com. Résumé. L'auteur étudie le thème de transport à Kemet. Il en dégage l'apport économique et social. La mise en évidence du processus de développement de la civilisation millénaire Kemetiu par l'étude des facteurs de l'usage complémentaire des voies de communication, l'évolution de ces routes et moyens de transport, et leur impact sur la prospérité économique et scientifique de ce peuple. À partir d'un examen croisé de sources plurielles à la fois primaires, iconographiques et secondaires, l'approche historique a permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle leur emploi complémentaire et simultané a été un facteur de construction de la prospérité de cette civilisation ayant évolué dans un territoire mi-aride, mi-arrosé par le Nil, lacs et canaux. Pourtant, l'urgence se posait en temps réel de desservir sur plusieurs plans toutes ces contrées. Mots-clés, voies de communication, complémentarité, développement, Afrique ancienne, Kemet. Abstract. The author studies the theme of transport in Kemet. He highlights the economic and social contribution of transport in Kemet. The process of development of the millenary Kemetiu civilization is highlighted by studying the factors of the complementary use of communication route, the evolution of these routes and means of transport, and their impact on the economic and scientific prosperity of these people. Based on a cross-examination of primary, iconographic and secondary source, the historical approach led to the conclusion that their complementary and simultaneous use was a factor in building the prosperity of this civilization which evolved in a territory half-arid, half-watered by the Nile, lakes and canal. However, the urgency arose in real time to serve all its regions on several levels. Keywords, Communication Channels, Complementarity, Development, Ancient Africa, Kemet. Introduction. La quasi-totalité des travaux sur l'histoire des transports à Kemet a tendance à défendre la thèse de la primauté linéaire du fleuve Nil comme voie de communication. Il s'appuie sur le fait que les Kemetiu considéraient le Nil et ses canaux comme des chemins naturels de leur patrie, et qu'un système de croyances a été entretenu autour du bateau et de la barque. Pourtant,
Plusieurs autres sources égyptiennes fournissent un riche vocabulaire lié au transport par voie terrestre et maritime et décrivent par la même circonstance leurs avantages. À bien regarder de près l'organisation du système de transport dans ce territoire, l'on se rend à l'évidence d'un usage simultané de toutes les voies de communication disponibles tout au long de son histoire. En d'autres termes, il est question de montrer que les transports fluvial, terrestres et maritimes ont été utilisés et expérimentés simultanément de façon à créer un réseau complémentaire capitalisé en vue de répondre aux besoins divers du pays. Ainsi, la capacité pour un État à exploiter toute voie de communication susceptible de s'offrir à lui à partir de son milieu naturel, constitue un atout majeur pour l'amélioration de ses conditions de vie et son enrichissement culturel. Pour ce faire, cette étude historique s'appuie en grande partie sur l'épigraphie et l'iconographie fournies par les Kémétiou eux-mêmes, à partir d'une démarche épistémologique guidée par l'ethnoperspective ou ethnoanalyse de Mbonji et Jengele et l'ethnolinguistique. Ces modèles d'analyse permettent de lire le phénomène de transport à Kémet dans son contexte, holistique et endosémique culturellement perçu. Les mots de la langue de ce peuple, quant à eux, permettent de décrypter le fait ou la réalité ambiante prise en compte par les auteurs de cette culture. Ce qui permet en définitive de dire que, dans l'Afrique ancienne, à partir de l'exemple de Kémet, toutes les voies de communication disponibles à cette époque ont été utilisées simultanément suivant une logique de complémentarité, et cela a contribué à relever le défi du développement de ce territoire et de cette civilisation millénaire. Ce travail s'ouvre par un examen de l'espace naturel de la vallée du Nil comme un atout pour la diversification des voies de communication à Kémet. Puis analyse chronologiquement l'emploi des différentes voies et des moyens de transport dans ce pays. Enfin, étaye leur impact dans la construction de la prospérité globale de cette civilisation. Espace naturel de la vallée du Nil, atout pour une diversification des voies de communication. Il n'est pas vain de penser que le milieu naturel exerce une large influence sur la société humaine. Peu de civilisations d'ailleurs ont été plus directement conditionnées par leur milieu naturel. L'écho d'une telle observation, lorsqu'elle est vérifiée, fait de Kémet un territoire où les hommes se doivent de pactiser à la limite avec leur milieu naturel pour pouvoir affronter un certain nombre d'exigences. En effet, l'histoire de Kémet offre de multiples traces de l'influence de l'action du milieu géographique que l'on décèle dans les tendances de son organisation économique et dans son évolution sociale. En ce qui concerne son système de transport, une partie de son originalité est liée au fait que géographiquement ce territoire n'en est pas un comme les autres. C'est ainsi que l'hydrographie, la couverture végétale et le relief de ce pays peuvent être, à plusieurs niveaux, des dispositions favorables à l'attraction des voies de communication qui s'y trouvèrent. L'hydrographie de Kémet. La définition de Kémet comme étant un présent du fleuve par des prêtres kémétiou que rapporte Hérodote à propos du delta, peut apparaître d'une grande justesse. Père de la géographie autant que de l'histoire, Hérodote donne ailleurs une définition plus précise encore. L'Égypte est le pays que le Nil arrose en le recouvrant. Sont égyptiens ceux qui, habitant au-dessous de la vallée d'Éléphantine, boivent l'eau de ce fleuve. Il est donc clair que c'est au Nil qu'on doit un certain nombre de prouesses à Kémet. Ce fleuve est le principal cours d'eau du pays. Il prend sa source au sud, notamment dans le lac Victoria et les hauts plateaux d'Éthiopie. Ce fleuve long de 6670 km traverse les sables et les régions rocheuses du Sahara pour se jeter au nord, dans la Méditerranée. Seul fleuve interrompant le plus vaste désert de la Terre, à savoir le désert du Sahara, on peut comprendre le rôle que le Nil pouvait jouer dans un territoire assez aride comme Kémet. En effet, quelle qu'en fût la direction réelle, son cours était le méridien familier qui séparait l'Est de l'Ouest. L'avantage de ce fleuve dans les faits était qu'il parcourait l'ensemble du pays dans son étendue nord-sud. De même, il le jaugeait en une sorte de point médian entre l'Est et l'Ouest en rendant pour la même occasion la navigation Est-Ouest possible. La particularité du fleuve Nil fut la profondeur de son lit. Cela permit ainsi aux bateaux de naviguer avec moins de peine sans craindre les coups de la pesanteur influencée par la terre. Aussi, ce fleuve, en traversant certains coins du territoire au relief particulier, favorisa l'émergence des plaines absolues bordées de grandes lagunes. Jean Yoyotte avait déjà observé ce phénomène au niveau du delta où, le Nil en se jetant dans la Méditerranée,
entraînait la formation des lacs tels que Mariou, Bourlos et Menzaleh, jadis partagés par 3 gros bras du fleuve. Ces bras du fleuve se recoupèrent par la même occasion en maints canaux secondaires d'importance non moins grande pour la navigation. On peut dire en définitive que Kemet est un pays hydrographiquement parcouru au premier rang par le fleuve Nil dont les avantages pour la navigation ont été pour les Kémétious une voie de communication sans conteste. Mais ce fleuve circulait également dans un territoire doté d'une végétation et d'un relief gracieux pour l'aménagement des voies de communication. 2. Une végétation et un relief gracieux pour l'aménagement des voies de circulation. Depuis les temps pharaoniques, la flore de Kemet ne s'est pas fondamentalement modifiée. Bien que n'étant pas assez abondante, la documentation sur la flore sauvage ou non cultivée de Kemet laisse penser qu'elle n'a pas dû fondamentalement changer. De ce fait, il est légitime d'imaginer rétrospectivement pour l'Antiquité une situation analogue à celle d'aujourd'hui. Sur cette base en fait, on peut diviser Kemet en 3 zones de végétation, la région côtière septentrionale, les régions désertiques et la vallée du Nil. Pour la région côtière, elle s'étend du littoral jusqu'à environ 30 km à l'intérieur du pays. Elle est caractérisée par des fleurs précoces comme le safran du désert, le gouet et le narcisse à bouquet. L'anémone couronnée et le coquelicot fleurissent un peu plus tard. Dans le désert représenté dans quelques scènes de chasse des tombeaux, on trouvait des plantes typiques adaptées à des conditions de vie particulières. Elles sont souvent épineuses et leurs feuilles sont soit minuscules, soit épaisses et velues. Ainsi, la Zilla spinosa, le picris et la rose de Jéricho sont à situer dans la dite catégorie. La flore de la vallée du Nil, quant à elle, offrait un paysage végétal formé de nénuphars, des macres, des potamos et des souchets, des joncs, des graminées et des massettes. Au Nouvel Empire, le rotin, jonc des Indes, fut aussi introduit. Les espaces riverains étaient couverts de tamaris, d'acacias du Nil, de ricins et de palmiers dattiers. Ces 3 zones de végétation qu'on distinguait à l'époque pharaonique ont chacune exercé une influence sur la constitution d'une composante caractéristique de la culture kémétioue. Il s'agit notamment entre autres des voies de communication qui ont trouvé à travers elles des espaces propices pour créer des chemins ciblés pour les déplacements d'un coin à l'autre du pays. En réalité, pour la plupart des cas, il était facile de se frayer une route entre ces plantes aux allures de prairies. Que ce soit dans les eaux ou sur terre, l'espace même végété était praticable selon le moyen de déplacement employé. Le relief du pays était désertique dans son ensemble. Cela donnait au sol une caractéristique sablonneuse par endroits et une allure argileuse pour d'autres. En termes de paysage physique, le territoire Kemet abritait des montagnes, des collines, des plaines et des plateaux. Chaque région géographique constitua soit un atout pour le transport terrestre, soit une zone idéale pour le transport fluvial. Le littoral était une région propice pour la navigation maritime. Les Kémétious ne manquèrent guère l'occasion de mettre en valeur toute cette offre naturelle contrastée pour leur technique de transport. 2 emplois chronologiques des différentes voies de transport ayant existé à Kemet. Les voies de communication Kémétious ont exprimé une évolution stratifiée de la science et des technologies de cette civilisation millénaire négro-africaine. Ces moyens de transport et ces routes ne peuvent sûrement pas être comparés à la donne des réalisations actuelles, mais les prouesses de ce peuple ne sont pas moins démonstratives et flamboyantes sur le plan du développement de ses travaux publics. Dès les origines, la voie terrestre prédomina l'habitus des déplacements des hommes jusqu'au moment où, peu à peu survint l'usage des voies fluviales et maritimes qui supplantèrent la terre à plusieurs égards. 1. La prééminence de la voie terrestre. Il est généralement admis que de toutes les voies de communication, la seule grande route qui n'ait jamais desservi Kemet fut incontestablement le Nil. Mais cette assertion semble souvent ignorer à grands coups l'évolution même des réalisations technologiques de l'humanité. S'il est vrai que l'être humain a de tout temps cherché à améliorer ses conditions existentielles, il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas amoindrir la réalité d'un usage constant et à chaque fois primitif de l'élément qui se présente à la première portée. Ces éléments sont nombreux et parmi eux, la terre. Elle se présente comme la première voie de recours à chaque fois ou presque pour des besoins de déplacement. Les Kémétious n'avaient pas dérogé à la règle depuis le prédynastique. Les routes terrestres dans la liste des voies de communication de Kemet
formaient un système assez dense. Les grands chemins étaient aussi nombreux que les grands sentiers ruraux. En effet, pour chaque tranchée creusée dans le limon, un ou deux remblais parallèles venaient nécessairement doubler la route navigable. Le signe graphique signifiant un chemin, une route W3T Watt nous montre bien le tracé de ces chaussées de terre et les hauts papyri poussant au pied de leurs talus. Ces chemins plus hauts que larges étaient les emprunts des villageois sur leurs deux pieds, plus tard les nobles sur leurs chars lorsqu'il fallait se rendre au champ par exemple. Les randonnées plus longues pouvaient également se faire. L'exemple du paysan éloquent qui effectua le voyage de Wadi Natroun, dit Emat dans le texte, jusqu'à Kemenou, Kemet, illustre à suffisance ce fait. C'est qu'on peut lire de la ligne 1.1 à la ligne 1.3 que SPWWNWWWNINPWRNFS, SenQPWN. Ce POUN ou à accent circonflexe ou Unimpu renef secti pouan. Il était une fois un homme nommé Unimpu. C'était un paysan de Secti Amatizet, OUN Emetef Meret Renes. La campagne du Sel 3, et il y avait aussi sa femme nommée Meret. Jedin Sectipen en Emetef Ten Mewi Emat. Ce paysan dit alors à cette sienne femme, vois, je m'apprête à descendre. 12. RKMTR Intku Imen HRDWISMI. Ekemet et Inet à accent circonflexe Kouim, en Eredoui semi. Vers la vallée 5, afin de rapporter des provisions de là-bas pour mes enfants. Cet extrait indique clairement que Uninpun avait entrepris un voyage. Ce voyage s'avéra long si l'on considère la distance établie entre Kemnou là où se rendit le paysan et Amat son village. La quantité de provisions préparées pour la circonstance avait été faite en fonction de la distance conséquente. Serge Sonneron estime cette longue distance à environ 55 km. On peut également relever que les chemins terrestres n'étaient pas plus larges qu'une bande de lin, à en croire l'anecdote du paysan qui se voyait arrêté par une pièce de tissu étendue sur son passage, de façon que son ourlet reposât sur l'eau et sa frange sur l'orge. De même, il n'y avait pas de pont, et l'on traversait ainsi à gué dans les marais du delta ou en barque lorsque c'était trop profond. Il y avait à tous les stades de l'histoire des Kemetiu, tout un réseau de routes plus larges reliant les villages et les villes entre eux et avec l'arrière-pays, les carrières, les mines, les oasis, etc. De la plus petite à la plus large, ces routes étaient très empruntées. À la période du prédynastique, Kemet est un ensemble de communautés épaves et indépendantes, chacune d'elles développait un réseau interne de voies de transport terrestre dans son espace afin de relier les différents coins d'agglomérations humaines. Il y a un signe graphique à savoir employé comme déterminatif pictographique pour écrire ces pas. Le nom présente aussi une réalité qui tend vers le réseau routier à partir même de ses allures de quadrillage et de jonction équidistantes des espaces figurés sous la forme des petits carrés égaux. Ces derniers sont reliés entre eux par des traits horizontaux et verticaux, qui pourraient bien exprimer les différentes distances pouvant être parcourues. Si habituellement l'on y voit les canaux, il est également possible qu'on y décèle des routes existantes au sein d'une cité. Ainsi, à partir du moment où ce signe a servi à tout temps à représenter les provinces de Kemet, il peut aussi avec plus de considération, montrer une certaine prépondérance des routes dans la circulation des personnes et de leurs biens. Dans le quotidien des Kemetiu, il n'est pas vain d'affirmer que la route terrestre fut non seulement la première voie de communication, mais surtout qu'elle était la plus pratiquée. En effet, le bateau était essentiellement un moyen de transport pour de très longues distances et faisait partie des transports en commun. Avoir une barque relevait en grande partie des usages des riches, les humbles employaient d'abord leurs pieds. Les champs étaient parfois éloignés, mais pour s'y rendre chaque matin l'on préférait en premier la marche. Les habitations dans la plupart des cas étaient éloignées des abords du fleuve au profit des champs. Par conséquent l'évidence admet un parcours à terre pour effectuer le trajet imposé. Cependant, les progrès technoscientifiques de Kemet ont permis très vite d'adjoindre à la voie terrestre l'emprunt du fleuve et de la mer pour se déplacer. De l'évolution de la technoscience et l'emprunt du fleuve et de la mer. La terre était empruntée comme voie de communication primitive à Kemet, mais le fleuve se présenta très tôt comme une route apprivoisable et efficace pour bon nombre de services. En effet, des cataractes du sud aux marais du delta, le Nil offre une voie de communication naturelle.
Dans ce pays où l'eau du fleuve semble être omniprésente, barques et bateaux constituent des moyens de transport privilégiés. Toutefois, cet usage de la route fluviale, des canaux et de la mer la très verte, ne fut pourtant pas possible sans une bonne dose d'avancées technoscientifiques. À travers l'évolution de la connaissance scientifique, les Kemetiu ont pu réaliser des prouesses technologiques inscrites sous l'ordre de la navigation. L'Égypte don du Nil, oui. Il faut de même y ajouter un autre facteur très important à cette assertion hérodotélicienne, afin de mieux saisir et faire saisir le substrat du rayonnement de la civilisation nilotique. Les hommes et les femmes Kemetiu ont su capitaliser les disponibilités de leur espace naturel, en le modelant sous le biais du travail acharné. Le Nil était disponible dans son état brut. Il fallait pourtant l'apprivoiser et inventer des mécanismes y afférents. Voilà pourquoi très vite, furent inventés la barque et le bateau afin de circuler dans les étendues d'eau qu'offrait le pays. Chronologiquement, les bateaux primitifs utilisés sur le Nil étaient de simples radeaux faits de bottes de tiges de papyrus, liées avec des ficelles. Ces embarcations avaient une durée limitée, mais étaient faciles à remplacer. La nécessité de passer fréquemment de la voile aux rames aboutit à l'invention d'un système simple de fixation des mâts. Le principal élément de gouverne était une rame massive, attachée à un étambot et articulée à la poupe. Ce bateau était dirigé en bougeant la béquille d'un côté et de l'autre, ce qui faisait tourner le manche de la rame et par conséquent la pale. L'apparition des outils de cuivre mit les Kemetiu en mesure de construire en bois de grands bateaux. Les nombreux bancs de sable du fleuve et la profondeur d'eau souvent insignifiante des bras du Nil dans le delta requéraient des bateaux à faible tirant d'eau, d'où la construction des bateaux sans quilles dès l'Ancien Empire. Ils pouvaient même par endroits être halés sur la terre ferme, sur des pistes de halage. Ces engins étaient généralement pourvus d'une grande voile, souvent fixée à un double mât. Ce mât pouvait être renversé, car conformément à la direction des vents dominants, on remontait le fleuve à la voile, mais on le descendait à la rame. Le pilotage des bateaux s'effectuait à l'aide de deux larges rames gouvernail suspendues à l'arrière par des cordes. Jusqu'au milieu du deuxième millénaire AV. JC, les bateaux ne possédaient pas de pont continu, c'est la raison pour laquelle l'on mettait autour du niveau supérieur du bordage une ceinture haussière et au milieu du bateau un câble tendeur pour assurer une solidité suffisante. Au moment où on introduisit le pont, la ceinture haussière devint superflue. Faut-il souligner que les véhicules de navigation étaient modifiés selon qu'ils servaient au transport de marchandises, selon qu'ils naviguaient sur le Nil ou dans les eaux proches de la côte. Les bateaux de mer étaient plus solidement construits, et avec de hauts bordages. Il y eut même des remorqueurs à nombreuses rames pour tirer de lourds bateaux de charge, qui n'avaient pas eux-mêmes de rameurs. On put voir dès la préhistoire, des embarcations dessinées sur les pots ou les rocs. Cela pourrait constituer une preuve que le bateau exista à Kemet depuis les premiers moments de son histoire. La langue fournit aussi un arsenal d'expressions et de mots faisant recours à la connaissance de la navigation et tout son corollaire. MS3, MESA, faire une expédition, N3 Tenat, expédition, navale, NT Kenet, procession de l'eau, N3 Inai, voyage par la route du cours d'eau, etc. Il est important de relever à travers ce qui précède que la maîtrise de la navigation requérait une organisation des chemins du Nil et autres cours d'eau navigables. L'exploration permanente même des eaux fut appliquée avec une certaine justesse. Au total, les voies de communication à Kemet furent utilisées de manière évolutive. Elles ont connu au fil du temps des adaptations nécessaires. Cela déterminait ainsi de façon progressive l'exigence d'un emploi complémentaire et simultané des routes terrestres ou fluviales et des moyens de transport établis disponibles pour les circonstances. 3. De la nécessité d'une complémentarité des moyens de transport à Kemet. Kemet, bien qu'étant à la fois un carrefour ouvert et une oasis fermée, ce territoire demeure une expression de contraste. Ces contrastes découlent du fait que le pays des Kemetiu est une oasis située au milieu du plus grand désert, le Sahara, du globe terrestre, et est ouvert à un bras de mer. À cette doublure situationnelle, s'ajoutent des allures géographiques au style particulier, notamment une caractéristique topographique qui nécessite la mobilisation du génie humain à son degré le plus haut selon les exigences du moment. Traitant donc effectivement des exigences en présence dans le territoire Kemetiu,
Le portrait de la géomorphologie du pays constitue l'un des agrégats naturels auxquels se devaient d'apprivoiser les populations au quotidien pour pouvoir se déplacer. Il y avait aussi le service de proximité en temps abrégé, dont il fallait satisfaire régulièrement et avec tact. La nécessité de répondre efficacement aux exigences naturelles du pays. De tout temps, on a cherché à déceler l'influence que le milieu naturel a pu exercer sur l'homme. Déjà, les Grecs croyaient à cette influence et Hippocrate distinguait les habitants des hauts lieux. La technologie des transports de tout peuple ainsi que son caractère est de ce fait intimement liée à son milieu physique au même titre que les autres formes d'art présentes. Cette observation permet de saisir dans la mesure du possible comment le milieu naturel impose une certaine conduite pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir apporter des solutions face aux besoins des populations qui y vivent. Les Kemetu ont fabriqué divers véhicules comme moyens de transport dans leur pays. Mais tous ces véhicules ont été utilisés dans un environnement au très particulier. Cette particularité du milieu naturel a entraîné, en son genre, une diversification de voies de communication. La disparité de l'espace physique du territoire, de manière brute, n'entrevoyait pas déjà une simplicité dans les transports d'un point à un autre du pays. Déjà en 1959, Jean Yoyot décriait les désavantages de voyager à travers le désert à Kemet, non seulement à cause des ergs, mais aussi à cause de son espace accidenté. Le Nil, même étant l'une des principales routes du pays, ne restait pas sans encombre. Ces tirants d'eau du nord au sud connaissent en effet des rapides qui à plusieurs niveaux ralentissent voire freinent le trafic. Par ailleurs, le fait de connaître des crues saisonnières et une augmentation des tirants d'eau au niveau du fleuve donnait aux populations la possibilité de naviguer plus rapidement, mais cela étant ralenti lorsqu'arrivait la saison de l'étiage. Cette disposition naturelle exigea dans de pareilles conditions que l'on utilisât complémentairement les voies de communication tant terrestres que fluviales et maritimes. Transporter et se déplacer de manière régulière selon les besoins nécessitait que l'on prenne en compte toutes les issues circulables. Cette circulation impliqua également un dépassement des aléas météorologiques, en rendant viable toute potentielle voie de communication. C'est ainsi que là où l'eau faisait défaut comme route, la terre emboîtait le pas, d'où une fluidité dans les transports alors que tous les coins du pays ne bénéficiaient pas des mêmes atouts naturels. 2. Desservir à proximité et à temps pour les besoins du pays. La représentation murale de la tombe d'Unsu, vers 1450 ci-dessous indique à travers son texte et son relief que, de Tani dans le delta à Médine Abou, face à Luxor et au-delà jusqu'à l'île éléphantine, tout le cours du Nil est parcouru d'un trafic intense. On peut y voir et lire des chalands sans cabine lourdement chargés de bétail ou de grains destinés à alimenter les entrepôts royaux, d'immenses barges qui permettent de déplacer les énormes blocs de pierre sortis des carrières, mais aussi les statues colossales et les obélisques. Ces barques furent généralement remorquées par une barque motrice, tout comme certains bateaux de voyageurs, pèlerins ou fonctionnaires en mission, qui peuvent ainsi profiter tranquillement du paysage défilant lentement sous leurs yeux, confortablement installés sous auvent, tandis qu'à la proue les serviteurs préparent le repas. Photo numéro 1. Représentation murale de la tombe du scribe Unsu vers 1450 faisant le bilan de la charge d'une embarcation. Source François Trassard, La vie des Égyptiens, page 159. On comprend à partir de ce document figuratif et épigraphique que, pour effectuer un déplacement d'une très longue distance à Kemet, le bateau était prisé par les voyageurs, pèlerins et fonctionnaires d'État. Ce moyen de transport leur parut fiable et rapide. De plus, il permit de transporter des denrées comme les grains en grande quantité à bord des chalands qu'une noria de porteurs remplit à ras-bord. L'on allait ainsi vers les grands ports de Men-Nefer, de Médine Abou, de Copétéos pour approvisionner les habitants de l'Hinterland. Une fois sur les bords de la terre ferme, les décharges de bateaux laissaient la place à un autre moyen de transport. Ce dernier était logiquement la voie terrestre où l'âne et le cheval pouvaient se côtoyer en termes de services rendus à l'homme. Dans cet engrenage, l'âne jusqu'ici fut de loin le plus important de la catégorie motorisée sur la voie terrestre. On pouvait par exemple lui suspendre de chaque côté du corps des corbeilles de vannerie ou des sacs. Les roues étaient connues depuis l'Ancien Empire,
et pourtant ce n'est qu'à la fin du Moyen Empire que furent utilisées des charrettes à 4 roues pleines. Les roues à rayons ne furent employées que pour le char de combat d'origine proche orientale, et dont l'usage apparut à Kemet au début du Nouvel Empire. Il permit la formation de l'élément central d'un corps d'armée particulier. Le moyen de transport terrestre adéquat pour transporter de lourdes charges fut le traîneau de bois. Il était constitué de 2 patins dont la partie antérieure était fortement recourbée, tandis que des traverses assuraient la stabilité de l'ensemble. Les charges étaient fixées sur cet engin en tendant des cordes par torsion. À son avant, des cordes solides étaient attachées afin que les bœufs ou les hommes puissent tirer la charge. Devant les patins du traîneau, on versait de l'eau pour diminuer leur frottement sur le sol. De ce qui précède, il faut comprendre que l'usage simultané des transports terrestres et fluviaux se caractérisait par un système de relais. Ce relais consistait à transporter des denrées et autres biens au loin, les accoster jusqu'au port maritime ou de l'intérieur, puis les acheminer partout dans le reste de l'intérieur du pays non desservi par des eaux navigables à travers des moyens de transport terrestres. La démarche inverse était également pratiquée. Cependant, cette manière de procéder ne fut pas sans conséquence dans la vie des Kemtou. IVLE répondant pratique de l'usage complémentaire des voies de communication, sur le développement de l'État pharaonique. Le fait de mettre en œuvre un système d'utilisation complémentaire des voies de communication existantes à Kemet n'est pas resté lettre morte pour l'épanouissement des populations et le développement de la technoscience. La possibilité d'un ravitaillement interne et le flux du commerce international. Le commerce extérieur Kemetiu a traditionnellement été considéré comme une initiative de l'État et des institutions, dans le cadre des échanges diplomatiques ou des opérations d'approvisionnement de certains produits très convoités. Les échanges extérieurs seraient donc limités, par leur caractère occasionnel, expéditions officielles, et par les incertitudes liées aux communications. Sans doute les fondements de ce modèle sont à trouver dans l'isolationnisme attribué à l'Égypte ancienne, ainsi que dans la nature des rares sources conservées, concernant presque exclusivement les échanges prestigieux organisés par les temples et la couronne. Les découvertes épigraphiques et archéologiques récentes modifient, dans le même sens, la perception traditionnelle du commerce pharaonique. Les contacts avec l'extérieur trahissent en réalité une volonté d'intervention qui n'a rien d'isolationniste et qui est inséparable des considérations géopolitiques. Non seulement l'approvisionnement de matières précieuses jouait un rôle important dans la politique extérieure du pays, notamment dans les relations avec la Nubie, la mer Rouge et le Levant, mais la maîtrise de routes commerciales très lucratives dictait aussi les interventions en dehors des frontières. Le moins qu'on puisse dire est que les voies de communication ont permis aux Kemetiu de sortir de leur espace pour aller s'approvisionner à l'extérieur en denrées rares ou quasiment inexistantes dans le pays. C'est dans cette perspective que le fleuve Nil en ce qui concerne les voisins du Sud et la mer, Rouge et méditerranéenne, dans le cas du commerce avec l'Orient et la Grèce permettait une communication par voie marine et fluviale. Les routes terrestres donnaient la possibilité d'acheminer les produits dans l'Hinterland. De toute évidence, les voies de communication ne sont pas à négliger lorsqu'on considère les facteurs de croissance de l'économie pharaonique. Les voies de communication ont été d'un apport déterminant dans le transport des biens de consommation, dans tout le territoire des Kemetiu. À travers de nombreuses manœuvres, le pays, du point le plus proche des ports jusqu'au point le plus éloigné à l'intérieur, se satisfit plus ou moins à suffisance de l'offre du ravitaillement rendu possible. Des agglomérations les plus peuplées à celles l'étant moins trouvèrent de temps à autre l'occasion d'être fournies à temps réel en denrées exotiques, ou réputées être d'origine plus ou moins lointaine d'une cité Kemetiu. Il n'y eut pas que le ravitaillement de l'intérieur. Le flux dans le commerce avec l'extérieur fut également une prouesse à travers le développement des voies de communication qui s'employaient concomitamment, l'un complétant l'autre selon les échelles. 2. Le besoin de transporter comme catalyseur du développement technoscientifique de Kemet. DDIRFNK MITIRI HPRM IDS ISM.QI. Je vais donc te raconter quelque chose de semblable à cela, qui m'était arrivé à moi-même. RBWI3WNITH3I. .QIRW3DWRM. Et Bouyaou en Aïe et Ouadourem.
Alors que j'allais aux mines du Souverain, et que j'étais descendu sur la Très Verte à bord. De Penet Mea 120 m Aus Mea 40 mètres sécou. D'un navire de 120 coudées de long sur 40 coudées de large. Secte 120 imes MCT Pou en Kemet Mason. Le montait, 120 personnes de l'élite de Kemet. PT M33.SNT3MK IB.SNRM33W. P Mason ta M accent circonflexe K IB Sen et Maou. Qu'ils surveillassent le ciel ou qu'ils surveillassent la terre, leur cœur était plus résolu que des lions. 27. C'est raison Jan EIT Necheni en Keperef. Il pouvait prédire un orage avant qu'il ne fût arrivé, et une tempête avant qu'elle ne se fût produite. Cet extrait décrit à plusieurs niveaux un navire Kemetyu du Moyen Empire. Ce navire selon le texte mesure 120 coudées de long et 40 coudées de large. En allant sur la base qu'une coudée Kemetyu vaut 523 mm. Dans ce cas le bâtiment concerné avait 62,760 mètres de long sur 20,920 mètres de large. À cet effet, il s'agit d'un gros navire. La construction d'un pareil engin nécessite pourtant une maîtrise assez assidue des normes technoscientifiques de facture et de précision mathématique de pointe. Maurice Domas affirme: les divers éléments de la coque des navires sont assemblés entre eux, non pas au moyen de pointes fixées à l'endroit où passe la membrure, mais les AIS sont littéralement cousus, au moyen de liens qui passent dans des trous creusés à intervalles très rapprochés sur le bord des planches qu'il faut assembler. Le procédé décrit était également appliqué à presque tous navires pharaoniques. Très gros cargos pour le transport de grains, des pierres, des briques et de gros obélisques taillés dans les carrières d'Aswan, petits bachots pour le service domestique quotidien et la pêche, bacs larges et massifs pour le transfert régulier entre les deux rives du Nil en de nombreux points fixes, à proximité de chaque ville et village, flotte de guerre, bateaux, écuries, etc. Cela montre par ailleurs que les Kemetyu rendirent possible la navigation en mer, avec ce que cela renferme comme aléas géographiques, notamment météorologiques. Les Kemetyu, afin de répondre efficacement à leurs besoins, ont donc développé leur technologie navale. Les Kemetyu ont connu la roue. Le cheval apparu au Nouvel Empire leur a permis de développer un char dont les roues étaient adaptées à l'état de leur sol assez sablonneux et mou. Photo numéro 2. Un des chars retrouvés dans l'hypogée de Toutankhamon, 1581-320 avant notre ère. Musée archéologique de Florence. Source: http://www.web.numweb/spip.php. Article 109 Esperluette Artpage égale 1-46. Conclusion. Au cours de l'enchaînement millénaire des générations de Kemetyu, et dans toutes les localités du pays, le transport, comme on a pu le constater, fut investi d'une considération particulière concernant l'emprunt de toutes les voies de communication disponibles. Il ne s'agit plus d'un ensemble de voies de communication telles qu'utilisées dans ces temps modernes, mais de deux principales routes que furent le terrestre et le fluvial secondées par le maritime. Ces routes ont été employées de manière simultanée, afin de répondre efficacement aux demandes réelles du pays. Toutes ces voies de communication étaient en réalité complémentaires. Là où l'eau fut le seul chemin devant entrer en action pour desservir, elle fut employée pour cette cause sans moindre hésitation avant que la route sur terre ne vînt prendre le relais pour conclure une mission que ne put répondre une localité non servie en route fluviale. Ce fut donc la gestion réaliste et adaptée aux réalités du terroir, qui fut la panacée du développement de Kemet. Par l'étude de ce que nous connaissons des voies de communication en terre des Kemetyu, on en arrive donc à cerner, d'une façon plus aiguë et beaucoup plus réelle, les facteurs de développement du point de vue technologique, économique, social et politique de cette civilisation nègre. L'usage des voies de communication dans un principe de complémentarité d'alors constitue à cet effet une des plus édifiantes démonstrations de la modernité de cette civilisation qui sut faire de l'espace naturel l'objet d'un progrès sociétal millénaire. Voilà en bref l'illustration d'un modèle de développement autocentré et inclusif. Références bibliographiques et sources numériques. Ben J. et Malek J. L'Atlas de l'Égypte ancienne, Paris, Fernand Nathan, 1981. Domas, Monsieur, S.D., Les origines de la civilisation technique, Paris, PUF, 1962.
Diop, C.A., Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, Paris Présence africaine 1964. Egebrecht, A., L'Égypte ancienne, 3000 ans d'histoire et de civilisation au royaume des pharaons, Paris Borda Civilisation 1986. Gardiner, A., Egyptian Grammar, Graphite Institute Ashmolean Museum, Oxford 2001. Le Guillou, P. Le conte du naufragé, Angers, Cahier de l'association d'égyptologie Isis, 2e édition 2005. Le conte du paysan éloquent, Angers, 2e édition 2005. Le clan J, SD, Le temps des pyramides, de la préhistoire aux Hyksos, 1560 AV. JC, Paris Gallimard, 1978. Moreno Garcia, JC, Penser l'économie pharaonique, Annales. Histoire Sciences sociales édition de l'EHESS, 69e année, 2014 pp 7-38. Nenkam, C. Étude comparée des sculptures des Égyptiens de la période pharaonique, 2263-1085 AV. JC. Et les Bamilékés de l'Ouest Cameroun, thèse de doctorat, Ph. D. en Histoire, Université de Yaoundé, 2017. New York, Collection Schimmel. À travers des reliefs amarniens trouvés dans les fondations de constructions ramessides à Hermopolis Mania. Obenga, T. La philosophie africaine de la période pharaonique 2780, 330 avant notre ère, Paris, Présence africaine, 1990. Posener, G. Sonneron, S. et Yoyot, J. Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, Fernand Hazan, 1959. Romelard, C. Les chevaux du Nouvel Empire égyptien, origine, race, harnachement, Paris. Édition Safran, 2001. Trassard F. SD. La vie des Égyptiens au temps des pharaons, Montréal, Larousse-Vuel 2002. http://www.mr.refer.org/numweb/spip.php. Article 109 Esperluette Artpage égale 1-46. Chapitre 2. La déportation des Bantous au Brésil entre le XVIe et le XIXe siècle, présentation des causes, des acteurs et des lieux d'embarquement. Par Nadine Carole Negon, enseignante-chercheuse département d'histoire, INS, Université de Bamenda. Résumé. La déportation des peuples bantous au Brésil entre le XVIe et XIXe siècle s'inscrit dans le vaste trafic humain qui est institué entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Elle se réalise grâce à la combinaison des forces exogènes et endogènes. Mais aussi, à une organisation bien structurée et soutenue par l'industrie de transport naval en plein essor et les réseaux occidentaux et africains de commerce. Ces expéditions sont menées et financées par les nations européennes esclavagistes et les compagnies à charte, qui en tirent d'énormes bénéfices. Les richesses et les capitaux générés du trafic d'esclaves développent le secteur du transport maritime, l'industrie manufacturière et le secteur bancaire qui soutiennent et maintiennent l'exportation des Bantous au Brésil, sous le regard complice de l'Église catholique et des chefs africains. Cette étude présente l'histoire de la déportation, les causes, les acteurs et les lieux d'acquisition et d'embarquement des Bantous de l'Afrique au Brésil. Mots-clés, Bantous, Brésil, déportation, esclaves, traite transatlantique. Abstract. The exportation of the Bantu people to Brazil from the 16th to the 19th century was part of the vast human trafficking that was instituted between Europe, Africa and the Americas. It was achieved through the combination of external and endogenous force, but also through a well-structured organization supported by the booming naval transport industry, Western and African trade networks. These expeditions were carried out and financed by the European slave nations and their transport companies, which derived enormous benefits from this human trade. The wealth and capital generated by this activity developed the maritime transport sector, the manufacturing industry and the banking sector which supported and maintained the exportation of the Bantu to Brazil with the complicity of the Christian Church and some African leaders. The study presents the history of Bantu deportation, the cause, the actors and the place of acquisition and departures of the Bantu from Africa to Brazil. Keywords, Bantu, Brésil, déportation, slave, transatlantic trade. Introduction. Les Bantous sont les peuples d'Afrique subsaharienne qui cohabitent avec les Pygmées, les Bochimans et les Hottentotes.
Leur berceau originel se situe dans la région de la Moyenne Benue, une zone limitrophe entre le Cameroun et le Nigeria. Le foyer des Bantous s'étend donc depuis l'ouest géographique du Cameroun jusqu'à l'embouchure de la rivière Taba de l'océan Indien, en passant par le nord du lac Victoria. Pendant la traite transatlantique avant 1851, le terme bantou n'était pas en usage et les Africains déportés des aires géographiques sus-indiquées étaient appelés esclaves Guinée, esclaves Congo, esclaves Angola et esclaves Benguela. Au XVIe siècle, l'expression esclave de Guinée était employée par les Portugais pour désigner l'Afrique noire. La déportation des peuples désignés aujourd'hui sous le nom générique et fédérateur de Bantou est liée à l'arrivée au Brésil en 1500 de Pedro Cabral Alvarez. À ce début du XVIe siècle, le projet de construction de la colonie lusitanienne d'Amérique pousse le Portugal à créer les capitaineries pour l'installation des Portugais et la mise en valeur des terres conquises. C'est dans cette perspective que s'est élaboré le plan d'importation des Bantous au Brésil. Cependant, les questions suivantes méritent d'être élucidées. S'il n'y avait pas eu un besoin de main-d'œuvre pour le développement du Brésil, les Bantous auraient-ils été exportés de leur terre natale? Les Portugais étaient-ils les seuls commanditaires de l'exportation des Bantous? 1. Les causes de la déportation des Bantous au Brésil. Dans l'activité d'exportation des Bantous au Brésil, la production agricole, l'exploitation minière et le commerce furent dominants et imbriqués aux raisons idéologiques et politiques. 1. La création des plantations et le besoin de main-d'œuvre. Le déclin du commerce portugais en Orient dans les marchés d'or et d'épices des Indes, suite à la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, pousse le Portugal à la recherche de nouvelles richesses et d'autres circuits commerciaux à travers le monde. Avec la création des capitaineries et la mise en valeur des terres par la culture de la canne à sucre en 1532, le gouvernement portugais encourage ses citoyens qui s'étaient établis au Brésil en leur offrant des outils de travail, des matériaux de construction et la création des moulins de sucre, de Piraia et São de Vicente. Les planteurs furent aussi exemptés de l'impôt royal. En dépit des mesures prises, les premières productions sucrières furent faibles et la métropole ne put engranger des bénéfices. La faible production des plantations était liée à l'inefficacité de la main-d'œuvre amérindienne. En effet, les premières tentatives d'exploitation des terres par les Indiens furent peu rentables à cause de leur mode de vie incompatible avec le travail agricole. Fallait-il donc importer la main-d'œuvre européenne? Non. Car les Européens n'étaient pas prêts à émigrer à n'importe quelle condition. De plus, l'emploi des Européens aurait augmenté les dépenses alors que l'objectif était d'en réduire et d'accroître les bénéfices. Face à ces réalités, les planteurs envisagèrent l'importation des Africains. L'idée leur parut excellente parce que la main-d'œuvre africaine s'avérait peu coûteuse et laborieuse. Autre argument, les Africains avaient déjà été employés dans les plantations sucrières des îles portugaises, les îles d'Algarve, de Madère, d'Açores, de Cap-Vert. Donc pour les planteurs, il était admis que one black slave is much more useful than 7 or 8 Indians. De ce fait, le Portugal mit en place une législation pour réguler l'importation des Africains. Cette législation s'amorce avec l'élaboration des lois et des ordonnances autorisant l'utilisation des Noirs dans les plantations brésiliennes notamment, les codes de loi alphonsine, manueline et philippine. L'importation fut aussi effective par l'établissement des licences de commerce et des privilèges aux commerçants privés. Les premières importations eurent lieu avec l'établissement du trafic commercial entre le Brésil et les marchés d'esclaves de São Tomé et de Loango au XVIe siècle. À cette époque, la grande majorité des esclaves importés au Brésil venaient des foyers d'habitation bantous, à savoir des côtes camerounaises, gabonaises, d'Angola, du Congo, du Mozambique. La grande base des données The Transatlantic Slave Trade Database a répertorié 27 233 voyages d'esclaves entre 1527 et 1866, dont un grand nombre quittaient des territoires bantous pour Pernambouc, Recife, Bahia et Rio de Janeiro. L'historien Tonnet montre que la culture de café aurait à elle seule exigé l'importation de 36 000 Africains environ par an, dont 80% 40 du nombre total proviendrait d'Afrique au sud de l'équateur. Pendant le cycle de l'économie de l'or, la ruée vers les gisements d'or et de diamants va multiplier la demande des esclaves dans les régions aurifères et de surcroît, l'importation des Bantous. 2.
L'extraction des mines d'or et le développement du commerce. Lorsque l'économie sucrière décline, les sites de métaux précieux furent inspectés à l'intérieur du pays. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso à Goiás et Bahia. En 1695, les gisements aurifères furent découverts dans la rivière Rio das Velhas près des villes de Sabará et Sété dans l'état de Minas Gerais. Pour F. Moreau et Johannes Postma, cette trouvaille se situerait en 1698. La découverte de mines d'or à São Paulo et à Minas Gerais engendra une demande croissante de la main-d'œuvre servile. Les esclaves Benguela se retrouvèrent dans différentes villes: Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais et dans les colonies espagnoles des Amériques. En 1700, 10 000 Africains débarquèrent au Brésil et près de 15 000 au milieu du XVIIIe siècle. Les cargaisons affluèrent aussi de l'Angola pour les gisements aurifères de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Goiás, de São Paulo. On a estimé à 1 700 000 Africains importés au Brésil pendant le cycle de l'économie de l'or. 1 140 000 venaient d'Angola et le reste de la côte de Minas. Pour la zone de Benguela, entre 1751 et 1800, au moins 305 057 esclaves furent embarqués pour Rio de Janeiro. À propos de la supériorité numérique de l'importation des esclaves bantous au XVIIIe siècle, Aramos affirme: The demand for them was enormous during the height of the gold rush. Cabindas from Congo, Angola, Benguela and a small number of Sudanese were the Slaves who developed the sugar industry in the northeast of Brazil. Les richesses engrangées par l'économie de l'or contribuèrent à la construction des églises, des villes. Cependant, l'or ne constituait pas le seul produit commercial qui faisait générer les ressources économiques. La commercialisation des produits agricoles accrut le développement du commerce. Car les bénéfices encouragèrent les planteurs à augmenter les productions, et par conséquent à importer plus d'esclaves. De ce fait, le trafic humain supplanta très vite celui des épices, de soie et de l'or des Indes orientales à cause d'énormes profits. The cornerstone of Brazil-Africa trade was the demand for slaves. Le commerce des hommes et des produits coloniaux offrirent aux Portugais et Brésiliens un moyen substantiel pour développer l'économie. Ces deux activités commerciales étaient liées et s'alimentaient mutuellement avec l'aval de l'Église catholique. 3. L'aval de l'Église catholique pour l'asservissement des Noirs dans les Amériques. Les raisons idéologiques prévalurent aussi à l'exportation et à l'asservissement des Bantous au Brésil. La caution morale de l'Église pour le commerce et l'esclavage des Africains fut déterminante. Du XVIe au XIXe siècle, cette Église dans la société européenne était indispensable pour toute activité d'envergure, car l'autorité ecclésiastique était impliquée au pouvoir politique qu'elle renforçait et à qui elle en imposait même ses idées. Du point de vue idéologique, l'Église avait une perception dévalorisante des Africains. Se basant sur une source biblique, Genèse 9, versets 18 à 28, les dirigeants reliaient les Noirs à la descendance de Cham, l'enfant déchu de Noé condamné à servir ses frères. Ils popularisèrent ce récit pour justifier la mise en esclavage des Africains. La suite logique fut l'autorisation papale en faveur de leur esclavage. Le 8 janvier 1454, le 206e pape, Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Parentuccelli, écrit au souverain du Portugal Alphonse V une bulle papale spéciale, l'autorisant à soumettre en esclavage les nègres de Guinée et les païens. Sous l'influence des bulles papales, la traite et l'esclavage des Noirs furent légitimés. Plusieurs missionnaires devinrent des instigateurs et des fervents commanditaires dans les Amériques. Le précurseur fut le père dominicain Barthélemy de Lacasa, qui encouragea l'importation de la main-d'œuvre africaine pour remplacer les Amérindiens. Son opinion eut bon accueil au Brésil dans les communautés jésuites et bénédictines. Les Noirs furent utilisés dans les plantations, les monastères, les collèges et autres lieux de résidence. L'État pontifical possédait lui-même des propriétés d'esclaves au Brésil jusqu'au XIXe siècle. Les religieux achetaient et vendaient les esclaves comme tout le monde. Le père José de Anchieta fut propriétaire d'un domaine de 150 personnes. Les jésuites possédaient dans la localité de Santana à Bahia une plantation où les esclaves africains étaient la principale main-d'œuvre. Les revenus tirés du commerce faisaient fonctionner les missions chrétiennes et enrichissaient le trésor de l'ordre. Dans les églises, les annonces de vente d'esclaves étaient faites à l'issue de la messe ou sur les parvis. 4.
Les motivations politiques et l'influence des stéréotypes. Les premières années après la découverte du Brésil, l'occupation du territoire par les Portugais fut indolente. Le Portugal ne s'empressa pas d'occuper la Santa Cruz qui lui avait été concédée en 1494 par le pape depuis le traité de Tordesilhas. C'est à cause de la convoitise française dans la partie septentrionale et méridionale du Brésil que les Portugais s'engagèrent réellement à coloniser ce territoire pour stopper les incursions impérialistes des autres nations européennes. Les Français prirent possession de Natal dans la région de Rio Grande do Norte, où ils avaient installé des comptoirs commerciaux à Rio Ceará Mirim et s'établirent jusqu'en 1599. En 1555, le Français Nicolas Durand-Villegagnon sous Henri II s'installa dans l'île de Guanabara à Rio de Janeiro. En 1612 d'autres Français, Daniel de la Ravardière, Nicolas de Harlay et François de Razilly fondèrent São Luís do Maranhão pendant le règne du roi Louis XIII en France. Ces occupations françaises inquiètent le Portugal qui se décida de prendre possession de tout le Brésil et de chasser les envahisseurs. Le gouvernement portugais se décide de lancer la colonisation du Brésil à cause des incursions constantes et du trafic fructueux que faisaient les corsaires français et espagnols à Pernambouc, à Porto Seguro, mais aussi en raison de la crise du commerce portugais en Orient. Pour contrôler ce vaste territoire, il fallait des hommes pour le peupler et assurer son exploitation. La solution fut l'importation des esclaves pour la mise en valeur des terres comme ce fut le cas dans les îles de Madère. À côté des raisons politiques qui favorisent l'importation des Africains au Brésil, les stéréotypes favorisèrent le choix de certains groupes ethniques par rapport aux autres. À cet effet, les planteurs et les marchands d'esclaves faisaient les achats en fonction des stéréotypes. La notion de robustesse des Africains à cette époque servit de justification pour les importer. Cette conception part de l'idée que l'Indien était plus faible et l'Africain plus robuste. Se basant sur ces clichés, les esclaves bantous étaient réputés d'excellents agriculteurs. Ce qui fit d'eux des esclaves des champs. 2. Les acteurs et les collaborateurs africains. Le déplacement des Bantous au Brésil fut planifié et organisé par le Portugal, le Brésil et autres nations européennes esclavagistes. La Hollande, l'Angleterre, l'Espagne et la France qui prirent une part active dans cette opération. Avec la collaboration entre des chefs africains et leurs fournisseurs, ces nations armèrent les navires et financèrent les expéditions. 1. Les nations européennes, les compagnies à charte et les marchands privés. De l'Afrique bantoue, le trafic négrier et le transport des esclaves vers les ports brésiliens étaient assurés par les compagnies d'États européens et les marchands privés. Ils furent de véritables commanditaires de l'exportation des Bantous au Brésil. Pour le compte du Portugal, la cour royale créa la Compagnie royale de Guinée et des Indes de Dom Pedro II qui commerçait pour le gouvernement portugais sur les côtes guinéennes et angolaises. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et par l'initiative du gouverneur Pombal, la Compagnie de Grão-Pará et Maranhão fut créée en 1755 et celle de Pernambouc et Paraíba en 1759 pour le trafic négrier. Ces compagnies approvisionnaient les plantations d'Amazonie, de Maranhão et de Pará. Au XVIIIe siècle, les corvettes et sumacas portugais chargés d'esclaves partaient d'Afrique pour Rio de Janeiro, Minas Gerais et São Paulo. 70% venaient d'Angola. Les licences octroyées aux marchands privés brésiliens amplifiaient le trafic en Afrique centrale, australe et orientale. Les Brésiliens commerçaient au nord de Luanda, à Cabinda jusqu'à la rivière Zaïre. En 1820, ils se ravitaillaient à la cour du roi Congo. Au XIXe siècle sur les côtes camerounaises, les navires brésiliens, l'Invincible, Clementina, Voador, Arsenia, Estrela do Mar ont le contrôle du marché. Lorsque la Hollande créa la Compagnie des Indes occidentales en 1621, elle prit possession en 1630 des territoires brésiliens du nord-est, Pernambouc, Olinda, Natal et Recife. La compagnie débute le trafic humain sur les côtes de Luanda et de Benguela, vers les marchés brésiliens. Ce commerce fut ratifié par le décret de Barbade de 1636 sur l'esclavage. En 1673, 900 captifs angolais sont transportés des navires hollandais pour la plantation de João Dias de Maranhão. Les négriers hollandais, à côté des marchés fixes qu'ils possédaient, pratiquaient le cabotage aux abords de la rivière Kwanza, Loango, Luanda et Benguela.
Sur les côtes mozambicaines, ils faisaient le ramassage à Sofana, Inhambane, Cayman et Zanzibar. Leur suprématie commerciale dans les marchés brésiliens s'étendit de 1641 jusqu'en 1660, au moment où les Portugais reprirent le contrôle du Brésil. Mais bien qu'évincés de Luanda, les Hollandais continuèrent de fréquenter l'embouchure du fleuve en dépit des promesses faites aux Portugais par les Congos de les chasser. Et jusqu'au XVIIIe siècle, la Wick West Indian Company livrait les esclaves au marché brésilien. Cette compagnie et les marchands privés hollandais tels que Peter Brandt et Peter van den Broek entre 1599 et 1602 furent très impliqués dans le commerce et la déportation des peuples de la baie, de Loango au Brésil. D'autres navires étrangers écoulaient également leurs marchandises humaines, dans les ports brésiliens notamment, la Compagnie suédoise du Sud, financée par les Hollandais, la compagnie danoise qui livrait ses cargaisons en Virginie, au Brésil et aux Antilles. La Pepita, navire espagnol qui cabotait le long des côtes d'Afrique centrale, fut arraisonné en 1834 avec une cargaison de 179 esclaves sur la côte de Douala. Les Espagnols amenèrent au Brésil les esclaves de la Guinée, Sao Tomé, du Mozambique et d'autres régions d'Afrique, mais leur trafic était moins important. Au XVIIIe siècle, les Français se joignirent aux Hollandais et commerçaient le long des côtes de Loango jusqu'à Ambrise pour acheter les captifs qu'ils livraient au marché brésilien. En outre, lorsque l'Espagne prit le contrôle du Portugal et de ses colonies, l'Assiento fut accordé aux Français en 1701 et aux Anglais à partir de 1713. Les armateurs français furent astreints de fournir au Brésil un nombre d'esclaves selon les clauses du contrat. Et sur la côte gabonaise, la couronne portugaise créa sur l'initiative du français Jean Doncin, la Compagnie de la Côte d'Afrique ou Corisco qui avait son siège au Gabon. Elle obtint 15 ans de privilèges pour transporter les esclaves d'Afrique centrale équatoriale au Brésil. Par ailleurs, avec la signature du traité de Methuen en 1703, l'Angleterre établit une politique commerciale avec le Portugal pour sa colonie. En échange de l'or brésilien et des vins portugais, elle devait fournir au Portugal et au Brésil des produits manufacturés et des esclaves. Au XVIIIe siècle, la Royal African Company fut autorisée à acheminer les esclaves au nord-est du Brésil. Pour avoir des esclaves, ces nations se sont livrées au rapt, aux razzias. Ils commanditèrent des guerres tribales, des campagnes militaires et surtout établirent des accords avec les chefs côtiers, sorte d'arrangements commerciaux ordinaires ou aussi forcés. 2. Les chefs bantous et leurs intermédiaires. Les chefs des côtes d'Afrique centrale, australe et orientale furent très tôt pour certains ou tardivement pour d'autres enrôlés dans le trafic négrier, de gré ou de force, au risque de leur propre péril et de celui de leur peuple. Il fallait intégrer le système ou subir des représailles en cas de refus. De la baie de Biafra à Zanzibar, les chefs mirent en place des circuits de traite pour assurer le ravitaillement en captifs des navires portugais, hollandais, brésiliens, anglais et français. Plusieurs dignitaires africains prirent également part au commerce des esclaves auprès de leurs chefs, en prélevant des taxes aux marchands européens avant chaque vente et en assurant l'échange des cadeaux. Pour le trafic interne, les chefs avaient des courtiers qui agissaient en leur nom et place. Sur les côtes camerounaises, les circuits commerciaux s'étendaient de la côte à l'Hinterland, associant les chefs de tribus de l'intérieur. Au XIXe siècle, les Bakweri, les Bamboko, les Balong, les Bakundu et dans une certaine mesure les Mungo, devinrent des intermédiaires de plus en plus actifs entre l'arrière-pays et la côte de Bimbia. Afin de s'assurer le contrôle de la traite, les chefs des côtes empêchèrent aux Blancs de pénétrer à l'intérieur des territoires. Ils devinrent alors les premiers intermédiaires entre les négriers occidentaux et l'Hinterland. De Rio del Rey, Bimbia, Malimba, Douala à Campo, les espaces majeurs et secondaires de marché d'esclaves s'étaient développés. Les chefs Samson de Rio del Rey, Billet William de Bimbia et ceux des villages de l'estuaire du Wuribel et Aqua, livraient aux Européens les captifs venus des régions voisines et lointaines. À Douala, les Balis vendaient les esclaves amenés des Grassfields. Dans la localité de Bimbia, le roi Billet William achetait dans le village de Rumbia plus de 100 esclaves par an. Les Bimbia contrôlaient le trafic de Rio del Rey au nord-ouest de Bimbia, jusqu'au fleuve de Mungo au sud-est. Les Bakweri, Bakossi, Mbo, Banyang, Bamboko, Balong, Bakundu et les Mungo leur servaient d'intermédiaires avec l'arrière-pays. Les Bimbia étendirent leur influence vers les marchés de la forêt équatoriale et des Grassfields.
Au début du XIXe siècle, un navire de Montevideo espagnol conclut avec le roi Bonibel un contrat pour la livraison de 400 captifs. Par ailleurs, les traités qui furent signés dans le cadre de la suppression du commerce des Noirs sur les côtes camerounaises entre les rois Bel et Akwa et les représentants de la couronne anglaise témoignent de l'implication des chefs du Cameroun dans le trafic humain. De 1827 à 1852, malgré les rappels à l'ordre, la traite clandestine continua jusqu'au 29 avril 1852, date de signature du traité d'abolition entre les chefs Sawa et le gouvernement anglais. Au Gabon, dans la zone de l'estuaire de Libreville, les données glanées dans les archives de la marine française par Elikia Mbokolo nous présentent une scène de complicité de trafic d'esclaves qui se déroule en 1863 entre des trafiquants contrebandiers portugais venus de Sao Tomé avec le chef Denis. Les chefs de cette zone et des contrées voisines, Orungu, Bakuba, Mpongui, Aboma, Makoko, Nganskiumo, Ondwombo Zaduma, Osisba et Bateke, etc., se livraient au commerce des hommes avec leurs partenaires hollandais, portugais, français et britanniques qui avaient établi leur maison de commerce sur les côtes gabonaises. Dans la zone de l'Umbangi-Congo, Samba Goto, chef des Bofi du village Poutem et les chefs des Mangombe Tolele et des Monjombo, peuple riverain de l'Ubangi, alimentaient les marchés des côtes gabonaises et congolaises au XIXe siècle. Quant au royaume du Congo, depuis le XVIe siècle, les chefs avaient noué des relations d'amitié et de commerce avec les nations européennes en activité sur leurs côtes. De toutes les activités commerciales qui s'effectuaient, le commerce des hommes s'imposa devant d'autres produits et devint l'objet quasi exclusif des échanges. Pendant le règne de Nzinga Mbemba et après sa mort en 1543, la traite des esclaves s'intensifia. On embarquait annuellement, entre 1531 et 1536, plus de 4 voire 5000 esclaves. À la suite des accords de coopération entre le Congo et le Portugal, le roi Nzinga Mbemba organisa les captures d'esclaves en faveur des rois du Portugal. En contrepartie, le Portugal lui apportait l'assistance technique. Dans une lettre du 25 août 1526, il demande qu'on lui envoie du Portugal 3 ou 4 bons grammairiens pour achever l'instruction des Congolais déjà initiés à cette discipline, 5 ou 6 maçons et 10 charpentiers pour achever les constructions des églises. Le 18 octobre de la même année, pour remédier à la situation sanitaire déplorable de son royaume, il demande 2 médecins, 2 pharmaciens et un chirurgien. En compensation, le Portugal exigea des marchandises précieuses et surtout des esclaves. D'après la correspondance du 5 octobre 1514, le Mani-Congo fit à d'Emmanuel un convoi de 530 esclaves qui partit à bord de 2 navires, dans une nef et une caravelle. Pour payer le tribut aux Portugais, le roi Garcia II du Congo devait leur livrer annuellement 1000 esclaves. Ce qui impliquait pour le souverain, plus de guerre pour s'acquitter cette tâche. Autre lieu, dans la région du lac Nyassa non loin de la côte mozambicaine, les chefs Yao Agioka, de l'arrière-pays luttèrent les uns contre les autres et firent des incursions dans les villages voisins pour chercher les esclaves. Ils devinrent des grands fournisseurs d'esclaves Makwa et Nyanja au comptoir portugais de Kéliman ou de Mozambique. De même, les Swahili et les leaders d'ethnie Chopi, Shona, Chouabo, Tonga, Makwa des côtes vendaient aux Portugais les esclaves bantous qu'ils recevaient des courtiers venant de l'Hinterland. En 1698, la reine de Kilwa fournit aux négriers portugais 100 esclaves après une dispute avec les trafiquants d'Oman accusés de favoritisme pour les Portugais. Pendant la traite transatlantique, le tissu socio-économique et politico-administratif africain fut progressivement perverti et même détruit. Une nouvelle classe sociale malfaisante se constitua, celle des courtiers, des rabatteurs, chasseurs d'esclaves, des interprètes intermédiaires, des ravitailleurs. Ils allaient chercher à la source les captifs et les convoyaient vers les côtes où d'autres acteurs s'occupaient de la négociation et des ventes. C'est ainsi que naquit la fonction d'intermédiaire constituée de personnes venant de diverses couches sociales. À cause des privilèges tirés de cette activité, même les esclaves affranchis exercèrent comme courtiers. À Sao Tomé, en Angola, au Congo et au Mozambique, les colons européens, les soldats et les particuliers africains qui travaillaient dans les comptoirs et les forts des Européens se reconvertirent aussi en pourvoyeurs d'esclaves. L'union entre les colons portugais et les africaines créa la classe de métis qui se spécialisa dans le trafic négrier. Avec le temps,
Ce groupe d'intermédiaires va s'étoffer au point de constituer la classe de princes marchands, qui dominait et contrôlait le commerce de l'Hinterland sur les territoires angolais et les localités voisines. 3. Les ports et les points d'embarquement des Bantous en Afrique. La côte africaine au sud de l'équateur et sa partie orientale ouverte à l'océan Indien comptaient plusieurs ports et points de regroupement et d'embarquement des captifs bantous pour le Brésil. De Rio del Rey en passant par la baie de Biafra jusqu'à Zanzibar, les navires portugais, hollandais, brésiliens, britanniques et français y transportaient les hommes, les femmes et les enfants d'origine bantoue pour servir d'esclaves dans les plantations et les mines d'or brésiliennes. 1. Le port de Sao Tomé et les points de cabotage dans la baie de Biafra. Pendant la traite négrière transatlantique, l'Afrique centrale équatoriale disposait des lieux de vente et d'embarquement d'hommes captifs qui allaient servir d'esclaves dans les plantations brésiliennes. À partir des années 1570, le premier port fut celui de Sao Tomé qui devint le principal entrepôt et lieu d'embarquement d'esclaves dans la baie de Biafra. C'est de ce lieu que les premiers captifs bantous partirent d'Afrique à la fin du XVIe siècle pour le Brésil. À cette même période, les esclaves originaires d'Angola et de Loango y étaient rassemblés avant d'être exportés au Brésil et dans les Indes occidentales espagnoles. L'île de Sao Tomé, située sous l'équateur, fut le premier grand centre de redistribution d'esclaves des Portugais, puis peu à peu c'est l'Angola qui jouera ce rôle. En 1771, le capitaine Antonio Marques de Oliveira embarqua 211 captifs en direction du Brésil. Le navire Santana Flor da Africa quitta le port de Sao Tomé le 18 juillet 1808 dans la baie de Biafra, avec 208 captifs pour Pernamboucle. Ce navire atteignit la côte brésilienne le 9 novembre 1808, avec à bord 181 captifs. La même année, Antonio Bonsucesso emporta du port de Sao Tomé 32 captifs et atteignit Salvador de Bahia avec 28 captifs à cause de 4 décès pendant la traversée de l'Atlantique. Cependant, lorsque la Hollande prit possession du nord-est du Brésil, le flux d'esclaves entre les deux rives augmenta. Les Hollandais édifièrent un comptoir à Fernando Poo de 1642 à 1648 et leurs navires sillonnèrent Sao Tomé, Principe, Fernando Poo, Bimbia, Malimba et toute la côte camerounaise. Le tableau ci-dessous présente une estimation des voyages effectués entre le port de Sao Tomé et la région brésilienne de Maranhão. Tableau 1. Estimation des captifs bantous déportés de Sao Tomé pour Maranhão 1751 à 1842. Source. Ce tableau est réalisé à partir des données tirées du tableau 1 à 2 de Slave Import into Amazonia 1751 à 1842, du livre de Walter Hawthorne, From Africa to Brazil, 1600 à 1830, Cup, 2010, pp 5-2 à 50. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.